Le mouvement des marées me bouleverse physiquement. La mer se retire et remonte en moi, parce que comme beaucoup de mouvements de la nature, j'assimile les marées à mes propres mouvements organiques, les amplifie comme s'ils devenaient les éléments d'un accord plus vaste et plus complet, signant mon appartenance à la nature. Et le plaisir que je prends à ce spectacle est lié à la conscience d'en faire partie. Je suis heureux de subir l'attraction de la lune, la promenade en forêt et la promenade parmi la foule de mes semblables, la sueur des arbres que je devine sous l'écorce est en continuité avec ma propre transpiration. Les feuilles font un clin d'œil à mon arbre bronchique, du coup je respire profondément. Quand je suis attentif à cette continuité entre la nature et mon corps, je suis dans la jouissance d'appartenance. Et le sentiment d'être un élément d'un ensemble plus vaste déclenche un élan de tendresse vers mes semblables. Le vent dans les cheveux les élie au rang d'algues qui ondulent dans le courant. Et quand j'enfouis ma jambe dans le sable, elle est le noyau d'avocat qu'enfant j'enterrais pour qu'il pousse et devienne une plante dont la première manifestation spectaculaire de sa croissance serait l'apparition des feuilles. Le spectacle de la nature est vanté et valorisé parce que l'homme anthropocentrique est persuadé qu'il est le centre de l'univers, mais sans se confondre avec lui. Il contemple émerveillé ce qu'il pense n'être pas lui, alors que le vrai émerveillement serait d'accepter cette continuité territoriale entre lui et la nature. Quand je me couche au pied d'un arbre, le contact avec la terre me donne une sensation sans comparaison avec celle que me procure un lit. D'abord, la surface sur laquelle je suis allongé n'est pas limitée comme elle peut l'être avec un lit. Je suis sur une plus grande surface et j'ai la perception de l'épaisseur de la terre sous moi. Mais dormir à la belle étoile centre aussi sur le ciel. En plein air, je perçois l'immense volume d'atmosphère qui est au-dessus de moi, et de façon beaucoup plus intense que lorsque je suis debout. Mais la sensation la plus forte demeure celle du sol sous mon corps, à condition que le contact avec la terre soit sans intermédiaire pour en améliorer le confort, comme des couvertures, des tapis de sol mousse. Tant pis si cela peut faire mal à cause de l'irrégularité du terrain. C'est le prix à payer pour être en continuité avec le sol et obtenir cette impression si intense d'être beaucoup plus grand grâce à mon assimilation avec la nature qui m'entoure. Les lits de place, quand on y est tout seul, donnent aussi cette impression d'être plus grand. La première fois que j'ai quitté mon lit d'enfant, qui était donc à ma taille d'enfant, comme si un lit devait être ajusté à son corps tel un vêtement ou une paire de chaussures, j'ai eu une impression de liberté. Et je ne m'étonne pas que les lits de pensionnaires, de soldats, de prisonniers soient toujours strictement des lits une place, dont strictement à leur taille. Plus qu'un gain de place, c'est une forme d'asservissement. Le corps, pour se sentir libre, doit s'inscrire dans un plan beaucoup plus grand que lui. Qui n'a pas ressenti le plaisir d'être allongé au milieu du parquet d'une salle de danse vide de tout mobilier encombrant? Au point que j'ai désiré avoir dans ma maison une grande pièce avec un plancher sans aucun meuble qui l'encombre, afin de pouvoir m'y allonger dans tous les sens sans rencontrer d'obstacles. Et le parquet, parce qu'il est de bois, est un bout de la nature dans la maison. Il donne une impression plus forte de bien-être que d'autres revêtements avec lesquels il est en concurrence. La moquette procure une fausse douceur quand elle est collée sur du béton. Le bois, lui, est élastique et un plancher ne fait pas de dégâts quand on tombe. Il absorbe l'énergie. Au contraire, le béton, fût-il revêtu de moquette, est un véritable mur contre lequel on est précipité et qui renvoie brutalement à celui qui chute toute l'énergie qu'il reçoit. Le bois, parce qu'il est un matériau organique, entre en résonance avec moi. Les vieilles maisons aux poutres apparentes
pour ceux qui les habitent, sont comme un épiderme supplémentaire avec ses pores, ses veines, ses articulations. De même, le manteau de cuir, peau par-dessus la peau, le chapeau de paille, les tissus en lin sont autant de matériaux de la nature prolongeant la nature. Nos ancêtres, vêtus de peau de bête avec un bâton à la main ou une hache de pierre grâce à ces bouts de nature qu'ils portaient, s'intégraient à elle, créant ce pont organique avec ce qui la constitue, terre, sable, pierre, végétaux. Je n'aime pas les maisons dont les murs sont à angle droit. Pour moi, elles devraient toujours avoir des formes rondes, comme celles qui sont construites en terre, et nous donner l'impression d'habiter l'intérieur d'un animal préhistorique, tel Jonas dans sa baleine. Et pas de matériaux à armature métallique, cela arrête les ondes qui viennent du cosmos. Le fer dans le béton crée une cage de Faraday qui fait écran aux ondes, à toutes les ondes, aux bonnes comme aux mauvaises. Il faut laisser entrer les ondes. On dort bien dans une maison qui les laisse passer, celle bâtie avec de la pierre, du bois, du torchis. Je passe souvent la main le long du mur enflé du couloir de ma maison. C'est un ventre enceint de gnomes ou de petits lutins qui attendent un prochain tremblement de terre pour sortir et envahir la maison. Quand je creuse à l'intérieur de ces vieux murs, je découvre entre les pierres de la paille d'anciens nids de mulots ou de souris. Ce sont des murs peuplés, parce qu'entre les pierres mal jointes, il y a du vide, où la vie animale a pu s'installer, où l'on peut cacher une lettre ou même découvrir un trésor à l'occasion de travaux de rénovation. Ces murs-là ne font pas que laisser passer les ondes, ils laissent aussi passer l'air. Je jouis de bâtir, enduire, sceller, mélanger du ciment avec du sable ou gâcher du plâtre. Cette obsession bâtisseuse peut donner tellement de plaisir qu'on en oublie la fatigue, on est comme porté par la tâche. Et à cause de cet oubli, on finit par avoir des crampes aux bras. Le jour déclinant, on devine le chantier plus qu'on ne le voit. Les gestes deviennent automatiques. La peau est tiraillée par le ciment, les yeux piquent, du plâtre asséché dans les cheveux, on respire un air chargé de poussière. On pourrait, sans s'en rendre compte, monter une cloison en se tenant du mauvais côté, et se retrouver ainsi prisonnier de son propre chantier. Les seuls qui peuvent échapper à cet envoûtement bâtisseur sont ceux qui ont une famille qui les appelle pour venir à table. Mais si la famille est là, c'est qu'il y a une partie de la maison encore habitable. Ce sont donc des demi-chantiers. Je n'aime pas les demi-chantiers. J'ai jamais eu autant de plaisir qu'en restaurant la vieille maison de village de Fuveau en Provence. N'y habitant pas le temps des travaux, c'était mon chantier pharaonique. Je m'y activais du matin jusqu'au soir parmi les gravats avec cette forte odeur d'humidité du plâtre fraîchement enduit. J'avais un transistor qui crachotait toute la journée des infos sans cesse recommencées. Les chaînes d'information rabâchent les nouvelles selon des cycles d'environ 2 heures. Et quand on fait des travaux, ou que l'on voyage en voiture sur de longs trajets, on a l'impression d'entendre sans cesse les mêmes nouvelles et les mêmes reportages. Cela donne une drôle de résonance à la notion d'actualité et à notre goût pour les nouvelles fraîches. Mais le transistor était bloqué sur une station. Le bouton pour changer de chaîne avait été rapidement inutilisable, figé dans une coulée de plâtre liquide tombée du plafond au moment où je jointoyais 2 poutres. Je n'avais pas essuyé l'appareil avant que le plâtre ne se solidifie, et la chute aidant à son adhérence, la prise était excellente. Le potentiomètre était soudé au corps de l'appareil. Vouloir y remédier sur le champ eût été plus terrible que le mal. Mes mains étaient elles-mêmes pleines de plâtre, j'aurais rajouté du plâtre au plâtre. Je commençais donc à travailler le matin et m'arrêtais quand il n'y avait plus de lumière du jour dans la maison, l'électricité n'étant pas encore installée. Ma gourmandise était telle que j'approvisionnais le chantier en multiples sacs de plâtre. Je les empilais dans l'entrée de la même façon qu'on remplit excessivement un frigidaire, comme si on allait soutenir un siège, de la même façon qu'on accumule du bois en prévision d'un hiver d'une rigueur improbable. À cette peur de manquer correspondent des jouissances essentielles liées à la satisfaction de besoins vitaux comme ceux de manger ou de se chauffer.
En m'éloignant du chantier, le soir, mon corps m'indiquait l'étendue de mes courbatures, mes mains me montraient à quel point elles avaient été asséchées et attaquées par le ciment, mes yeux me disaient qu'ils étaient rouges à cause de la poussière agglomérée par les larmes reconverties en solution à la fixer. Mais ces 12 heures à faire du plâtre, à scier, boucher, enduire m'avaient mis en transe. La satisfaction de la tâche non pas accomplie mais avancée, car nous n'aimons que les œuvres promesses d'œuvres, était sanctifiée par un corps qui avait été sans déplaisir au bout de ses limites. C'est sans doute un état semblable que ressentent les alpinistes galvanisés par le sommet à atteindre, avec un corps disposé à endurer ce que, hors contexte, il ne supporterait pas qu'on lui impose. J'ai ressenti quelquefois ce même effet d'anesthésie de la douleur dans l'écriture. Aspiré par le courant des idées qui s'enchaînaient plus vite que je ne pouvais les écrire, je percevais à peine les courbatures dans le bras et l'épaule. Je les entendais mais ne les écoutais pas, je continuais à écrire, finissant par en avoir une crampe. Quand le désir est plus fort que la douleur, on est dans la jouissance. Même si je comprends ceux qui se plaignent de tâches répétitives, astreignantes et mal payées, j'ai souvent envié ces boulots à la chaîne où il faut tenir la cadence avec des gestes limités et semblables pour chaque pièce à usiner, à emboutir ou à assembler. Cela donne le bourdon, mais le bourdon envoûte l'esprit, tout entier absorbé par la tâche simple et sans cesse recommencée. À son poste, l'ouvrier est contraint d'inventer une danse pour survivre et empêcher le corps de se mettre dans une ornière ergonomique. Le plus fatigant, c'est qu'en amont ou en aval du poste, il y a la chaîne, dont l'ouvrier n'est qu'un simple maillon et qui vous impose son rythme irréversible et implacable. On n'arrête pas une chaîne. Ce type de travail génère chez moi une nostalgie, celle de la classe ouvrière que j'ai toujours regardée comme une classe de gens heureux. Ils étaient installés dans la certitude d'être exploités, adeptes du travail bien fait, j'enviais leur plaisir, celui des collègues de travail, du chemin de l'usine, de la cantine, du café en face de l'usine, où l'on se tient debout pour ne pas s'endormir tellement on est fatigué. J'ai été pendant un an pompiste de nuit et le bleu que je mettais ne sentait pas que mon odeur. Il devait servir à d'autres pompistes. C'était l'odeur du travail effectué de longues heures d'affilée, mélange de sueur, d'essence et d'huile. Le vêtement avait trouvé son odeur particulière, différente de celle de chacun des pompistes pris séparément. Elles étaient comme celles de ces parfums qui finissent par oublier les fleurs dont ils sont issus pour devenir l'odeur de la publicité qui les vante et ressembler à la forme des flacons qui les contiennent. Je n'étais pas écœuré par le parfum ouvrier de mon bleu de travail, ni par ma casquette marquée Total. Et cette odeur n'était pas la même que celle des survêtements et des maillots des sportifs dans les vestiaires, qui, elle, m'a toujours retourné l'estomac. À cause de l'hébétude et de gestes toujours semblables pour servir l'essence tout au long de la nuit, je ressentais la fatigue sous la forme d'une démangeaison, là où mon cou frottait le col. Durant ces heures d'attente, quelquefois sans client, le temps ne me semblait pas avancer. Je comprenais alors pourquoi les serveurs de restaurants préféraient travailler dans une salle remplie de clients plutôt que dans une salle clairsemée. Le temps passe plus vite quand on est actif. Cet étirement du temps, le col de mon bleu de travail qui me grattait, la lutte contre le sommeil, tout cela me donnait l'impression d'être puni, condamné à être là, éveillé, inutilement. Tout condamné l'est pour une raison définie et précisée par la justice. À ce titre, il est délivré de tout ce à quoi il n'est pas condamné. Cela libère de l'état d'angoisse, qui est la peur de tout. Je ne savais pourquoi j'étais condamné à faire ce travail idiot de pompiste de nuit, avec de longues heures sans client. Mais au lieu d'en ressentir de l'angoisse, j'ai le souvenir d'un repos de l'âme, allant jusqu'à la jubilation. L'angoisse est la conscience de l'immensité de ce que je ne fais pas et de l'immensité des dangers qui me guettent. En nous enchaînant à une tâche absorbante comme l'est le travail manuel, nous nous délivrons de ces deux immensités. L'angoisse disparaît alors comme disparaît le grésillement d'un ampli quand on monte le son de la musique. Mon travail de pompiste de nuit m'a aussi donné le plaisir de voir le jour se lever sous l'apparence de cette clarté fade suivie de l'apparition du soleil. C'est réjouissant de voir une ville s'éveiller tout doucement comme un dormeur s'éveille en glissant l'une après l'autre ses jambes hors des draps,
créant un lien provisoire entre le lit chaud et le sol tiède. Le succès de la chanson de Jacques Lanzmann, chantée par Jacques Dutronc, Paris s'éveille, au-delà de ses qualités musicales et d'interprétation, tient au fait qu'elle évoque des sensations dont on est la plupart du temps dépossédé. L'aube est un moment de vie secrète pour beaucoup comme moi qui ne se lèvent pas tôt. Les gens du matin n'appartiennent pas à la même tribu que les gens du soir. Et quand on ne s'est pas du tout couché, la transformation de la nuit en jour est la récompense de la nuit blanche.